ivoirien de l'agriculture et du développement rural, Mamadou Coulibaly Sangafoa, fait la promotion du SARA, le salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan en France. Il a eu une série de rencontres avec une organisation forte de 240 entreprises françaises. Le cinéaste ivoirien Lansana Cramo Fatiga, honoré dans la capitale burkinabé à l'occasion de la 25e édition du FESPACO, une statue de bronze représentant le réalisateur ivoirien a été dressée place des cinéastes de Ouagadougou. Le ministère de la Santé mène des actions de lutte contre la lèpre. L'accent est mis sur la sensibilisation et on note des avancées dans la lutte contre cette maladie, notamment dans le district sanitaire de Yamoussoukro. Et nous ferons le point de l'actualité dans le monde. Ce sera dans le 7 sur 7. Nous parlerons entre autres de la bataille de Mossoul en Irak. Voilà pour les titres. Merci de regarder le journal de RTI1. Nous partons pour Genève, en Suisse, où s'ouvre demain la 34e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. La Côte d'Ivoire participe à cette session centrée sur l'examen de plus d'une centaine de rapports sur les droits de l'homme dans 45 pays. La délégation ivoirienne est conduite par le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano. Arrivé donc aujourd'hui en Suisse, il s'est entretenu avec les agents de la mission permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'Office des Nations Unies. L'enjeu de cette session est important pour notre pays qui est candidat, je rappelle, au siège de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2018-2019. Une autre offensive diplomatique menée cette fois-ci dans le domaine agricole. La Côte d'Ivoire qui vend le Sahara au Salon international de l'agriculture qui se tient en ce moment à Paris. L'offensive est menée par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Coulibaly Sangafoa, multiplie les rencontres pour faire la promotion du Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Il a invité 240 entreprises françaises à participer au Salon d'Abidjan. Nous aurons le compte-rendu de notre envoyé spécial Adama Kone dans nos prochaines éditions. En culture également, la Côte d'Ivoire a des atouts et l'un de ses fils, le cinéaste ivoirien Lansana Cramo Fatiga, vient d'être honoré dans la capitale burkinabé. C'est à l'occasion de la 25e édition du FESPACO. Une statue de bronze représentant le réalisateur ivoirien a été dressée place des cinéastes de Ouagadougou. Les talons d'or FESPACO 1981 est ainsi immortalisé, nous explique notre envoyé spécial Franck Quatio. Le tissu blanc qui le revêtait enfin découvert, voici la statue de bronze immortalisant le réalisateur ivoirien Fadiga Cramo Lansana, premier étalon du Yenenga ivoirien au FESPACO avec Djeli en 1981. Fadiga Cramo Lansana est désormais intégré dans cette colonne des étalons du cinéma africain à la place des cinéastes en plein centre-ville de Ouagadougou. Vous faites un petit film qui vous amène à l'étalon d'or de Yenenga avec 2 autres prix dans la même édition du FESPACO et que tout ça finit par votre statut à la place des cinéastes. Qu'est-ce que vous voulez? C'est vraiment un sentiment de joie et surtout de gratitude aussi à tous ceux qui m'ont aidé d'abord à faire le film. Il y en a qui ne sont plus là. Fierté pour la reconnaissance, surtout celle des pionniers. Timothée Bassouri, doyen du 7e art africain, est le premier satisfait. C'était un grand jour pour nous parce que la Côte d'Ivoire est à l'honneur, l'invité d'honneur. Il y a Fadiga qui va avoir sa statue dans le ciel. Donc pour nous, c'est un grand plaisir et nous sommes contents. Un peu plus tôt dans la soirée, ce sont des cinéastes et autres personnalités, au nombre desquels les ministres de la Culture de la Côte d'Ivoire et du Burkina, qui, main dans la main, ont procédé au rituel de la libation symbolique autour du monument aux cinéastes africains. Une action symbolique suivie par une autre non moins importante, l'ouverture officielle du marché international du cinéma et de la télévision africaine MICA, un espace dédié aux entreprises et aux partenaires du 7e art africain. Et un autre festival qui retiendra votre attention, c'est le FICAD, Festival international des arts et de la culture de Daoukro. L'événement se tiendra du 8 au 16 avril prochain. Des innovations sont annoncées, notamment la formation des chefs coutumiers sur le leadership. Le reportage de Konaté Moussa.
L'événement est passé de Daoukourou Karna Festival à FICAD, Festival international de la culture et des arts de Daoukourou. Créé en 2004, le FICAD est à sa 13e édition en 2017 et veut demeurer l'outil essentiel pour le rayonnement culturel et touristique de Daoukourou, capitale de la région de Lifou. Aujourd'hui, nous avons des pays comme le Maroc, la Tunisie, qui vivent de leur tourisme. Et Daoukourou aujourd'hui doit être un point d'attraction au niveau touristique et culturel. Notre mission, c'est de concourir à cela. Le FICAD est aussi un instrument de coopération. Cette année encore, des pays africains sont annoncés. La République démocratique du Congo, le Ghana et le Cameroun. Au-delà des concerts, défilés carnavalesques et autres activités habituelles, l'innovation pour cette édition est la formation des chefs coutumiers. Nous faisons bénéficier nos chefs de la région de Lifou des formations sur le leadership comme le coutumier. Parce qu'aujourd'hui, c'est très important que les attributs, les missions du chef soient clairement définies pour que nos chefs qui sont aujourd'hui nos premiers responsables des villages et autres puissent être des modèles. La 13e édition du FICAD se tiendra du 8 au 16 avril 2017 à Daoukourou. Thème retenu, optimisation des potentialités culturelles et touristiques pour un développement efficient. On ouvre le chapitre économie de cette édition avec cette rencontre des présidents du conseil d'administration des entreprises privées. Ils viennent de suivre une formation sur la bonne gouvernance des entreprises. C'est une initiative de la SFI, la Société financière internationale, afin d'améliorer les performances opérationnelles et financières des entreprises privées, nous explique notre reporter Francis Boifo. La Société financière internationale SFI relève que la notion de bonne gouvernance d'entreprise est peu appliquée en Afrique de l'Ouest. Le programme de gouvernance d'entreprise qu'elle a lancé à ce forum d'affaires vise à améliorer les performances opérationnelles et financières des entreprises privées. L'objectif, c'est de renforcer la façon avec laquelle le conseil d'administration contrôle, supervise la direction pour justement améliorer les performances, la compétitivité, les opérations de l'entreprise. Le programme de gouvernance de la SFI va aider à l'émergence de champions locaux en matière de bonnes pratiques de gestion d'entreprise. Il suscite un réel espoir en l'avenir du continent africain, selon la présidente de l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, INADSI. C'est le signe de femmes et d'hommes professionnels, soucieux du devenir de leur continent, résolument engagés à partager une vision commune, celle d'une économie africaine compétitive, efficace et prospère. Que nous soyons en mesure de conduire nos entreprises de manière durable pour pouvoir ainsi assurer une croissance économique soutenue qui est une des conditions sine qua non pour arriver à l'émergence. Ce forum d'affaires est initié par la Société financière internationale en collaboration avec l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire et African Corporate Governance Network. Il réunit leaders et décideurs du monde des affaires de 18 pays d'Afrique. Le ministère du Plan et du Développement, avec l'appui de ses partenaires, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, s'attelle aux préparatifs de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. La 2e édition est prévue du 28 au 30 mars prochain à Abidjan. Cette conférence est une plateforme d'échange sur les bonnes pratiques africaines de mise en œuvre des plans d'émergence. On en sait plus avec Justine Seikiki. La Côte d'Ivoire a résolument engagé pour son émergence d'ici 2020 se donne les moyens d'y parvenir. En témoigne la tenue en 2015 de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, un rendez-vous d'échange sur les bonnes pratiques de développement. L'organisation de la conférence constitue donc une occasion pour les pays candidats à l'émergence de tirer les leçons des meilleures pratiques pour améliorer leur politique et leur stratégie opérationnelle et pour accélérer la croissance et les transformations structurelles avec, bien entendu, le bien-être des différentes populations. Pour la réussite de la prochaine édition de la conférence du 28 au 30 mars prochain, le ministre du Plan et du Développement a entamé une série de rencontres. La première avec les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, la deuxième avec le secteur privé et bancaire en vue de susciter sa mobilisation autour de l'événement et son implication dans la mise en œuvre des plans d'émergence de la Côte d'Ivoire. Le secteur privé s'est dit déterminé à jouer sa partition, mais il a des préoccupations.
je puis vous assurer du soutien du secteur privé qui, je l'espère, et j'en suis convaincu, se mobilisera pour le succès de cette conférence. Aujourd'hui, il y a des problématiques de déplacement, il y a des problématiques d'infrastructure, alors que nous sommes un pays où ces notions ne sont pas forcément bien encadrées. Alors, notre préoccupation, c'est de savoir comment est-ce que l'État va essayer d'organiser et appuyer le secteur privé à intervenir efficacement dans ces cadres-là. La deuxième édition de la conférence internationale Sud Émergence avec pour thème la mise en œuvre des plans d'émergence est organisée conjointement par la Côte d'Ivoire et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD en collaboration avec la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et l'Agence japonaise de coopération internationale. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba, s'imprègne des conditions de travail des artisans du district d'Abidjan. Il s'est rendu à la Casa Bobo pour échanger avec ces artisans et surtout leur présenter la nouvelle politique du gouvernement. Les explications de Mamadou Kwasi. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME sur le site de la nouvelle Casa Bobo Ndotré. Souleymane Diarra-Souba y est pour s'imprégner des conditions de travail des artisans installés sur ce site depuis 2013. Sur place, le ministre en charge de l'artisanat s'est rendu compte que sur les 1400 box réalisées, seulement 200 sont occupés par les artisans. Cette visite de terrain a permis également au président de la Chambre régionale des métiers de présenter les difficultés des artisans. Pour lui, le manque d'appui financier et matériel constitue un véritable frein à la promotion de leurs activités. Casa Bobo Ndotré est devenu pour nous artisans un souci majeur dans la mesure qu'il y a d'énormes difficultés. L'accès au site, le pont de ralliement, l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME a profité pour inviter les artisans installés de façon anarchique dans le district d'Abidjan, région de la Casa de Ndotré, car le grand ménage d'Abidjan vise à assainir tout le district. J'aimerais lancer un appel à l'ensemble des artisans qui sont installés ici et là, sur des sites précaires, de regagner le site de Ndotré et d'occuper les locaux qui ont été construits à cette fin. Il y a de la place pour tout le monde, parce que également l'État de Côte d'Ivoire a fait d'énormes efforts pour acquérir ce site. Le ministre Souleymane Diarra-Souba saisit l'occasion également pour présenter aux artisans la nouvelle politique du gouvernement en matière de promotion de l'artisanat. Une politique qui va permettre aux artisans d'améliorer leurs conditions de vie. Nous allons travailler de telle sorte que l'artisan demain puisse également, comme le commerçant, comme le dirigeant de PME, puisse également aspirer à une retraite, puisse se soigner, parce que vous participez à la dynamique économique. Cette politique est saluée par les acteurs du secteur qui ont promis redoubler d'efforts pour l'épanouissement des artisans de Côte d'Ivoire. Le nouveau président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, Edima Nguessan, présente sa feuille de route au ministre Sidi Touré, élu à la tête du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire le samedi 11 février dernier. Edima Nguessan Emmanuel compte bien mener sa mission. Il a donc été reçu par le ministre de la Promotion, de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, sur qui il compte s'appuyer pour relever plus de défis. Nous allons voir maintenant le débat sur la question de la représentativité des femmes dans les sphères politiques et décisionnelles. C'est un débat organisé par l'ambassade de France et ONU Femmes à l'Institut français au Plateau. L'objectif est de recueillir des orientations pour l'élaboration de stratégies visant à favoriser une meilleure représentativité des femmes. Témoignage Astou Touré. La représentativité des femmes dans la sphère politique était au cœur des débats lors du panel organisé par l'ambassade de France en collaboration avec ONU Femmes. L'objectif de cette rencontre, échanger entre personnalités de la société civile, du milieu politique et académique sur la place de la femme dans la politique et indiquer les orientations pour l'élaboration des stratégies visant à favoriser une meilleure représentativité des femmes. Sur la base des échanges qu'on a eus avec les femmes, on a recueilli pas mal de femmes qui, après les dernières élections, avaient des plaintes. Mais surtout, on se disait non, ça ne suffit pas, mais il faut qu'à partir de maintenant, on voit comment on s'organise et qu'on vous appuie pour les élections prochaines.
Donc pour nous, il n'y a pas de temps à perdre en échangeant avec le ministère en charge de la femme. On s'est dit, ok, commençons maintenant par un débat comme celui-ci. Et sur la base de ce débat, on a une feuille de route qui va nous conduire jusqu'en 2020. En Côte d'Ivoire, l'on dénote une sous-représentativité des femmes au sein des partis, des groupements politiques et dans les instances de prise de décision. Stigmatisation, contraintes socioculturelles et entraves sont autant de difficultés auxquelles sont confrontées les femmes. Pour briser les stéréotypes et aller à la parité 50-50, la femme doit être formée, surtout se faire confiance. Lorsqu'il va y avoir des programmes éducatifs qui feront en sorte que la femme elle-même prenne conscience de sa compétence, prenne conscience à travers des leaderships qu'elle peut faire, vous allez voir qu'il n'y aura plus de barrières. Parmi les filles, il y a des compétences et il faut aller avec ces compétences, faire en sorte que la beauté ne donne pas tout. On disait à l'époque, sois belle et tais-toi. Mais aujourd'hui, sois compétente et tu as les places qu'il faut. Les récentes élections législatives ont mis en lumière le manque de soutien des partis politiques aux femmes leaders de leur parti. 12% de taux de participation aux législatives passées. Ce faible taux démontre qu'il reste encore du chemin à parcourir malgré les efforts qui ont été faits. La Côte d'Ivoire s'est engagée à deux choses dans l'immédiat. Opérationnaliser la loi sur la parité afin qu'il y ait un outil. C'est vrai que c'est inscrit dans la Constitution, mais avec la loi, nous aurons un outil pour contraindre tout le monde à appliquer la parité et puis en même temps opérationnaliser le Conseil national de la femme. Environ 300 personnes issues des organisations nationales et internationales, étudiants et membres de la société civile y ont pris part. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique échange avec ses partenaires techniques et financiers. La ministre Raymonde Goudou-Kofi a dressé le bilan et présenté les perspectives sur le mécanisme de coordination du secteur de la santé. L'année 2017 est décrétée année de vaccination et d'hygiène en milieu hospitalier et le concept intitulé « Ma santé, ma vie » a été expliqué. Chantal et Ouma Kandan. 2017. Le gouvernement compte toujours sur le soutien des partenaires pour l'amélioration de la santé de la population. C'est d'ailleurs pour cette raison que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et les partenaires techniques et financiers se sont retrouvés au cours d'un petit déjeuner débat. Ils ont eu également à remarquer que nous avons beaucoup travaillé et la contribution de l'État au niveau des financements semblait stagner. Mais pour 2017, nous sommes convaincus, avec l'appui considérable à hauteur de 400% du financement dans l'achat des ARV, dans le cadre de la lutte contre le VIH, les a édifiés. Devant les partenaires, la ministre a fait le point de ses activités. Elle a relevé les acquis, entre autres, la Côte d'Ivoire est libérée de la polio et du ver de Guinée, l'absence de cas de maladie à virus Ebola. Cette année encore, le ministère entend relever d'autres défis. Le gouvernement ivoirien a pris un décret et qui permet au ministère de la Santé de faire l'achat des vaccins en début d'année. Ceci va nous permettre d'éviter les ruptures en vaccins et surtout en seringues. Les partenaires sont engagés à accompagner la Côte d'Ivoire pour améliorer le système de santé et encourager les efforts faits par le gouvernement. Nous, partenaires, nous devons dès à présent de nous concentrer sur les prochaines étapes d'opérationnalisation de ce qui vient d'être annoncé. Et aussi nous engager pour le suivi des activités et leur évaluation tout au long de l'année, pour accompagner et rendre effectives ces priorités que vient de nous définir Madame la ministre de la Santé. Cette année, l'atteinte des objectifs visés par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique passe également par le dépistage, la prévention et la sensibilisation. Et dans les actions du ministère de la Santé, on compte aussi les actions de lutte contre la lèpre. L'accent est mis sur la sensibilisation et on note des avancées dans la lutte contre cette maladie. Notre équipe de reportage s'est intéressée au district sanitaire de Yamoussoukro, district où l'on note un net recul de la lèpre. Le témoignage de Léon Pro. Damafian et Fatou Diallo, la cinquantaine révolue, toutes deux malades de la lèpre. Prises en charge par le district sanitaire de Yamoussoukro, elles sont en passe de recouvrer la santé.
Mais ces dames restent des cas sociaux. La maladie m'a attaqué là, ça fait 2 ans. Le docteur là m'a venu ici pour me trouver. Quand il m'a trouvé, il a dit qu'il faut venir à l'hôpital. C'est l'EP là qui était attaqué toi. C'est lui qui m'a donné un médicament un peu, mais maintenant ça va un peu. Jean-Michel, lui, est un ex-malade, aujourd'hui producteur de cacao dans son village natal de Lolobo. C'est qu'il a été précocement dépisté et pris en charge entre 2004 et 2006. Il y a un champ, il y a une femme, il y a des enfants. À l'heure où je suis arrêté, même, des frères du village, même, ils ont aussi, et ils se cachent. Mais ils n'ont pas sorti. Ils n'ont pas sorti pour pouvoir se faire traiter. Le district sanitaire de Yamoussoukro, ce sont à ce jour 6 malades de la lèpre régulièrement suivis contre 20 cas en 2012. Un recul grâce à la politique sanitaire soutenue par des partenaires, au rang desquels le Rotary Club de Yamoussoukro, qui a financé à hauteur de 2 millions de francs CFA la formation à la prise en charge de la lèpre. Les cas sociaux parmi les ex-malades de la lèpre le sont du fait des séquelles graves subies. Cela dit, dépister et prise en charge tôt, la lèpre se guérit. C'est pourquoi les populations sont exhortées au dépistage précoce à travers cette 64e journée mondiale de la lèpre, journée qui marque aussi la solidarité aux malades de la lèpre. 63 millions de francs CFA, c'est la valeur totale des dons que la mairie de la commune de la mairie de Daloa a donc offert au centre de santé de la région du Haut-Sassandra en vue de renforcer les plateaux techniques. Des lits d'hospitalisation et d'opération, des chaises sanitaires, des fauteuils roulants pour handicapés moteurs sont en autres les dons faits par le premier magistrat de la commune de Daloa aux différents centres de santé de la région du Haut-Sassandra. Nous sommes là au CHR, qui est la plus grande formation sanitaire de la région ici, pour les appuyer avec quelques lits, avec quelques éléments, des équipements qui mettent à l'aise leurs patients. Donc c'est essentiellement ça. Les bénéficiaires se sont engagés à veiller au bon usage de cet important matériel médical, tout en exprimant leur reconnaissance à l'endroit du donateur Samba Koulibaly. Nous avons eu des lits d'hospitalisation et plusieurs autres équipements. Cela nous permettra de prendre en charge les enfants et les malades adultes comme il se doit. Ça va nous permettre d'améliorer notre plateau technique et surtout de nous occuper à redonner la santé aux malades, puisque c'est pour cela que nous existons ici à Daloa. Ce don de matériel de santé d'une valeur de 63 millions de francs CFA va contribuer certainement au renforcement des moyens de prise en charge des malades de la région. L'infertilité touche 80 millions de couples à travers le monde et l'Afrique n'est pas épargnée. Entre 15 et 30% des couples africains ont des difficultés à procréer, mais l'infertilité n'est plus une fatalité. Quels sont donc ces moyens? La question est évoquée dans le magazine du dimanche au journal de 13h présenté par Hamza Diaby qui avait pour invité professeur Touré Anna, gynécologue spécialiste en médecine de la reproduction. Voyons un extrait de leur entretien. D'abord, il faut que le vagin soit perméable pour permettre un rapport sexuel. Donc, il faut une muqueuse fonctionnelle. Donc, vagin perméable, col sécrétant la glaire, muqueuse apte à la nidation, ovaire qui produit des follicules et une trompe qui n'est pas bouchée. Il faut que tous ces étages fonctionnent normalement et sans exclusif. Au niveau de l'appareil génital homme, il faut qu'il y ait des testicules fonctionnels, c'est-à-dire qu'ils vont fabriquer en continu, cette fois-ci, des spermatozoïdes qui doivent être de bonne qualité et qui doivent être éjaculés au cours du rapport sexuel, transportés par le liquide qui est sécrété par les différentes glandes masculines, et il doit être éjaculé au niveau de l'orifice urétral qui doit être bien positionné. Donc, toute anomalie au niveau de l'un ou l'autre de ces étages, chez la femme comme chez l'homme, va occasionner une infertilité. Et depuis quelques années, depuis à peu près une décennie, nous avons sur le plateau technique ce qu'on appelle les méthodes d'assistance médicale à la procréation qui sont disponibles, mais dans le secteur privé essentiellement. Ce sont des méthodes qui sont encore, qui ont un coût quand même élevé, relativement élevé, même quand on consent à une baisse des coûts, ce sont des méthodes qui sont encore chères. Bien heureusement, l'État commence à s'intéresser aux problèmes d'infertilité. Il y a des tables rondes qui sont organisées par le ministère de la Santé. Donc, le ministère est très regardant. Malheureusement, en termes de méthodes d'assistance médicale à la procréation,
nous n'avons pas encore, l'État n'est pas encore impliqué vraiment dans ces méthodes. Donc, c'est vraiment l'apanage du privé, comme je le disais. L'école du GFC est une initiative du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. Cette organisation, regroupant les patrons de presse, entend ainsi contribuer à la formation des journalistes et acteurs du milieu des médias. Une quarantaine de rédacteurs en chef et de chefs et secrétaires généraux de rédaction issus de différents organes ont été formés, nous dit Serge Koulia. L'université Nangui Abrogwa est l'une des deux universités publiques d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Elle est spécialisée dans les disciplines scientifiques, notamment les sciences expérimentales, naturelles, écologiques, ainsi que l'informatique. L'ESATIC, l'École supérieure africaine des TIC, quant à elle, est une structure de formation publique créée par l'État pour répondre aux enjeux majeurs du secteur des TIC. Les deux institutions vont désormais travailler en étroite collaboration. Le partenariat entre les ATIC et l'Université Nangui Abrogwa se veut un cadre d'échange scientifique et technologique pour l'avancée de la formation, de la recherche-développement et du développement économique et social. Les enseignants de Nangui Abrogwa nous apportent à la fois leur soutien dans l'encadrement des enseignants, mais également leur soutien dans la formation continue, dans la formation initiale de nos étudiants. Puissant levier de développement économique et social, les TIC constituent une source d'innovation avec de nombreuses opportunités nouvelles de développement. La Côte d'Ivoire ambitionne d'être un pays émergent à l'horizon 2020. Pour ces deux structures, cela passe par un développement numérique réussi au sein des grandes écoles et universités de Côte d'Ivoire. À l'étranger, l'armée allemande a renforcé sa présence au Mali avec l'arrivée de 8 hélicoptères et 12 000 hommes. Avec cet engagement qui s'inscrit dans une volonté de Berlin d'assumer plus de responsabilités au plan international, l'Allemagne est désormais l'une des nations phares de la mission de l'ONU au Mali. On passe maintenant à l'actualité dans le monde et c'est dans le 7 sur 7. Nous parlerons de la bataille de Mossoul en Irak et des manifestations anti-immigrés en Afrique du Sud. Le 7 sur 7, c'est avec Sidonie Davila. La semaine débute avec l'ouverture du procès de 47 militaires en Turquie lundi. Tous accusés d'avoir tenté d'assassiner le président Erdogan la nuit du 15 juillet lors du coup d'État manqué. Le procès se tient dans la préfecture de Muğla, dans le sud-ouest du pays, sous très haute sécurité. Lundi également, le Front National a fait l'objet d'une perquisition dans ses bureaux à Nanterre, dans le cadre de l'affaire des assistants parlementaires européens. Le parti dénonce non seulement une opération pour perturber le bon déroulement de la campagne électorale présidentielle, mais également de nuire à Marine Le Pen. Robert Mugabe sera bien candidat à sa propre succession, malgré le poids de plus en plus évident de son âge. Le plus vieux chef d'État en exercice de la planète a célébré mardi ses 93 ans en répétant sa ferme intention de continuer à régner sans partage sur le pays. François Bayrou ne briguera pas l'Élysée. Le leader centriste et Emmanuel Macron ont conclu une alliance mercredi. Un rapprochement sous condition dont ils comptent tous deux profiter. Jeudi, 2 djihadistes de nationalité malienne ont été arrêtés au Sénégal. Ces terroristes détenus à la division des investigations criminelles pourraient être liés à l'attentat qui a secoué la Côte d'Ivoire le 13 mars 2016, selon la police sénégalaise. L'Afrique du Sud cible d'une nouvelle vague de violences xénophobes. Vendredi, près de 500 personnes se sont rassemblées pour protester contre le nombre d'étrangers dans le pays. Étrangers qu'ils accusent de prendre leur travail dans un pays où le taux de chômage est à plus de 26% et par ailleurs d'être responsables du trafic de drogue et de prostitution. Samedi, aux États-Unis, les démocrates réunis à Atlanta ont élu leur nouveau leader, Tom Perez, 55 ans. La feuille de route de cet hispanique, proche de l'ex-président Barack Obama, est claire. Contrer le président Donald Trump
et réorganiser le parti pour revenir dans la majorité en 2018 et 2020. Après avoir enfoncé les lignes de l'organisation djihadiste dans l'ouest de Mossoul, le dernier bastion de l'État islamique en Irak, les militaires irakiens se dirigent ce dimanche vers le centre-ville. La bataille progresse rapidement, mais la prochaine étape pourrait s'avérer plus difficile dans les ruelles étroites où se cachent les djihadistes, parfois tentés de recourir aux civils comme bouclier humain. Alors qu'elle couvrait ces combats, une journaliste kurde a été tuée dans l'explosion d'un engin piégé. Fin de ce 20h, mais n'oubliez pas, l'actualité continue. Merci à vous tous de votre aimable attention.